Bonjour, je suis Madame Sfiani. Je vais vous présenter le cours de chimie des solutions qu'on va faire pendant ce deuxième semestre. Alors, ce cours de chimie des solutions est composé de 4 grands chapitres. D'abord les équilibres acido-basiques, puis les équilibres de complexation, puis les équilibres de précipitation et enfin les équilibres d'oxydoréduction. Avant de commencer le premier chapitre, je vais consacrer ce premier cours enregistré à des rappels d'ordre général. Je vais commencer par rappeler qu'est-ce que c'est qu'une réaction chimique. Une réaction chimique est un processus de transformation de la matière dans lequel des atomes ou des molécules à l'état initial, appelés réactifs, se réorganisent pour donner naissance à de nouvelles espèces qu'on appelle produits. Autrement dit, une réaction chimique, c'est lorsqu'on mélange des composés, par exemple A et B, donc, qui vont être appelés réactifs. Donc ces composés A et B ils vont réagir entre eux pour former d'autres produits C et D, et donc ces produits sont obtenus à l'état final de la réaction. D'accord ? Cette réaction, lorsqu'elle est écrite de manière juste, elle fait apparaître des coefficients, c'est ce que vous voyez écrit en bleu. Donc ces coefficients petit a et petit b par rapport aux réactifs et petit c et petit d par rapport aux produits sont appelés des coefficients stoichiométriques. Alors qu'est-ce que c'est que cette notion de stoichiométrie ? Les coefficients stoichiométriques ne font que préciser dans quelle proportion les constituants de la réaction vont se transformer. Exemple, cette réaction que vous avez devant vous nous dit que sa stoichiométrie et nous impose que 1 mol de A doit réagir avec 2 mols de B. Et dans ce cas, on va avoir 2 mols de C et 3 mols de D. Alors, comment on peut faire apparaître ces coefficients stoichiométriques ? Lorsque vous avez une réaction quelconque, A plus B qui donne C plus D, la première des choses à faire, c'est équilibrer une réaction. Équilibrer une réaction, c'est-à-dire on doit avoir le même nombre d'atomes entre l'état initial et l'état final. C'est ce qu'on appelle la conservation de la matière. Donc une fois qu'on a équilibré la réaction, on est obligé d'insérer des coefficients aux réactifs et aux produits, et ces coefficients, ce sont les coefficients stoichiométriques. Lorsqu'on veut réaliser une réaction chimique, par exemple au laboratoire, on n'est pas forcément obligé de partir avec des quantités de matière qui respectent la stoichiométrie de la réaction. Supposons par exemple qu'on est parti d'une quantité N1 de A, une quantité N2 de B. Donc il suffit par exemple de comparer les rapports N1 sur le coefficient stoichiométrique petit a et N2 sur le coefficient stoichiométrique petit b. Si ces deux rapports sont égaux, ça veut dire qu'on est parti d'un mélange stoichiométrique. Si dans le cas contraire, ces deux rapports sont différents, ça veut dire que le mélange est non stoichiométrique. Dans le cas de la non-stoichiométrie, on a forcément un réactif en excès et un réactif en défaut. Prenons quelques exemples. Donc on a l'exemple d'une réaction 1 mol d'azote N2 qui réagit avec 3 mols d'hydrogène. Donc la stoichiométrie de cette réaction nous dit qu'on a besoin d'une quantité de matière d'hydrogène qui est 3 fois celle de l'azote. Donc si on veut partir avec des mélanges stoichiométriques, on doit respecter ce rapport-là.
donc 0,1 mol d'azote avec 0,3 mol d'hydrogène, 3 mol d'azote avec 9 mol d'hydrogène et 1,5 mol d'azote avec 4,5 mol d'hydrogène. Sinon, si on peut partir avec des mélanges non stoichiométriques, que c'est les deux derniers cas, donc on a 4 mol d'azote avec 9 mol d'hydrogène et 0,1 mol d'azote avec 0,2 mol d'hydrogène, donc ce sont des mélanges qui sont non stoichiométriques. En tous les cas, que ce soit des mélanges stoichiométriques ou non stoichiométriques, la réaction, lorsqu'elle va avoir lieu, elle va donc se produire en respectant la stoichiométrie. Donc toujours on aura, s'il y a X mol qui ont réagi de N2, on aura 3 X mol qui vont réagir de H2. Donc la réaction va toujours se faire dans ces proportions. Maintenant, je vais vous parler de réaction totale et réaction équilibrée. Si lors d'une réaction chimique, les réactifs disparaissent, ou au moins l'un des réactifs disparaît, on dit que la réaction est totale. Alors, que veut dire ça? Si au moins l'un des réactifs disparaît, donc la réaction va s'arrêter. Il n'y a plus de réaction chimique qui va avoir lieu, puisque un des réactifs n'existe plus. Et la quantité de matière du produit final est maximale. Donc c'est pour ça qu'on dit que la réaction est totale. La réaction totale se fait toujours dans un seul sens. On a ici un exemple de réaction totale du monoxyde de carbone qui réagit avec de l'oxygène pour donner du CO2. On est parti d'une certaine quantité de matière à l'état initial. À l'état final, tout le monoxyde de carbone a réagi. L'oxygène en excès, il reste dans le mélange réactionnel, mais donc la réaction ne se fait plus et le maximum en quantité de matière de CO2, on l'a obtenu. D'accord? Si, au contraire, à la fin de la réaction, aucun des réactifs ne disparaît, c'est-à-dire les réactifs sont toujours là et bien sûr, on a formé les produits. Donc, on a coexistence des produits et des réactifs. On dit que la réaction est équilibrée. On a un équilibre chimique entre réactifs et produits. Et la réaction équilibrée s'écrit, si vous voulez, dans les deux sens. Exemple de réaction en équilibre, on a ici la dissociation de SO3 qui se dissocie en SO2 et de l'oxygène. À l'état d'équilibre, comme vous le voyez, on a toujours du SO3 qui est dans le mélange et bien sûr on a formé le SO2 et l'oxygène. Donc on a un équilibre entre le produit initial qui est SO3 et les produits finaux qui est SO2 et l'oxygène. Rappelons maintenant ce que c'est que ces équilibres chimiques. Dans le cas des réactions qui donnent lieu à des équilibres, lorsqu'on mélange initialement des réactifs, ils réagissent entre eux pour donner les produits. C'est la réaction directe. Une fois les produits sont formés, à leur tour, ils réagissent entre eux pour donner les réactifs. C'est la réaction indirecte. Donc, dans un équilibre, on a le déroulement de deux réactions de sens opposés. Réaction directe, c'est-à-dire le sens 1, et réaction indirecte, c'est le sens 2, comme vous le voyez sur cet exemple dans le cas général. Lorsque l'équilibre est atteint, c'est-à-dire à l'état final, les deux réactions se font à la même vitesse de telle manière que les quantités de matière des réactifs et des produits X1, X2, X3 et X4 n'évoluent plus avec le temps. Donc on a l'impression que la réaction s'arrête, puisqu'on a obtenu des quantités de matière qui restent constantes, mais en fait, la réaction ne s'arrête pas. Ce sont deux réactions qui se font en même temps
à des vitesses égales, c'est ce qu'on appelle un équilibre dynamique. Alors, il y a une loi qu'on appelle la loi d'action de masse, ou tout simplement la loi des équilibres chimiques. C'est une loi qui permet de déterminer la composition du mélange réactionnel à l'état d'équilibre. Donc, cette loi nous dit quoi? Elle nous dit que pour chaque état d'équilibre, il existe une constante K, caractéristique de la réaction étudiée, qu'on appelle constante d'équilibre. Cette constante est proportionnelle à la composition des réactifs et des produits dans cet état d'équilibre. Ainsi, pour une réaction quelconque, bien équilibrée, avec ses coefficients stéchiométriques, la constante K s'écrit de manière générale en termes d'activité. K, c'est égal à l'activité de C à la puissance C que multiplie l'activité de D à la puissance D sur l'activité de A à la puissance A que multiplie l'activité de B à la puissance B. Donc, l'activité d'un constituant I, elle est proportionnelle à sa quantité de matière. On va revenir là-dessus pour définir ces activités. Aussi, donc, comme on a défini pour les équilibres, donc il y a deux réactions qui se font de manière opposée. Donc, il y a une réaction directe et la réaction indirecte. La constante K de la réaction directe est l'inverse de la constante K de la réaction indirecte et bien sûr inversement. Aussi, pour toute réaction, on lui associe un delta G, c'est-à-dire l'enthalpie libre de la réaction, et on a une relation qui lie ce delta G à la constante K, telle que delta G est égal à delta G0 plus RT ln de K. Comme on est à l'état d'équilibre, donc le delta G est égal à 0, et on a une relation de K avec l'enthalpie libre standard de la réaction, telle que delta G0, c'est moins RT ln de K, avec R, bien sûr, c'est la constante des gaz parfaits, et T, c'est la température de la réaction. Ou encore, K, c'est égal à exponentielle moins delta G0 sur RT. Donc, vous voyez que d'après cette relation, K ne dépend que de la température. Revenons à cette notion d'activité. Pour les solutions diluées, c'est-à-dire là où on a des substances dissoutes dans un solvant, qu'on va appeler des solutés, et où le solvant est majoritaire. L'activité dans ce cas est assimilable à la concentration des espèces. Ainsi, donc, l'activité d'un soluté est sa concentration dans la solution. Donc la concentration qu'on symbolise entre crochets. Si on a un gaz qui fait partie de la réaction chimique, l'activité d'un gaz, c'est sa pression partielle. Si on a un solide, l'activité du solide est égale à 1, et bien sûr l'activité du solvant, notre solvant bien sûr dans notre cas c'est l'eau, l'activité du solvant est égale à 1. Remarque, pour les réactions se produisant dans l'eau, on peut préciser l'état physique d'un constituant en plaçant le symbole AQ en indice à droite du constituant. Donc AQ, ça veut dire que c'est le soluté A, il est dissous dans l'eau. De même, on peut utiliser l'indice L, AL, ça veut dire que c'est un constituant à l'état liquide. AS, c'est un constituant à l'état solide. AG, c'est un constituant à l'état gazeux. Ainsi, dans notre cas, où on aura des réactions entre constituants dissous dans l'eau, c'est-à-dire là où les activités vont être remplacées par des concentrations, dans le cas d'une réaction générale bien équilibrée avec ses coefficients stéchiométriques, la constante K, dans ce cas, elle va être exprimée en termes de concentration. Donc, c'est égal à la concentration du produit C à la puissance petit c, que multiplie la concentration du produit D à la puissance petit d sur la concentration du réactif A à la puissance petit a, que multiplie la concentration du réactif B à la puissance petit b.
Comme je l'ai déjà signalé, cette constante ne dépend que de la température. Donc si la température ne change pas, la valeur de K reste constante. L'intérêt de K, là aussi je l'ai déjà dit auparavant, c'est qu'elle est en fonction des quantités de matière des produits et des réactifs. Donc si on connaît sa valeur, elle peut nous permettre de déterminer la composition du mélange à l'équilibre. Aussi K, c'est-à-dire sa valeur, peut nous donner un autre renseignement. C'est que plus la valeur de K est élevée et plus la réaction se fait dans le sens 1. Inversement, plus la valeur de K est petite et plus la réaction se fait dans le sens 2. C'est-à-dire rien qu'en connaissant la valeur de K, on peut déjà savoir laquelle des deux réactions elle s'est produite d'une manière favorablement dans ce système. D'accord ? Remarque, on peut favoriser la réaction 1, c'est-à-dire la formation des produits C et D, ou bien la réaction 2, formation des réactifs A et B, selon ce qu'on désire, selon notre intérêt, en modifiant l'un des facteurs d'équilibre, température, pression, nombre de moles, etc., etc. Alors, il y a une loi générale de déplacement de l'équilibre qu'on appelle la loi de Le Chatelier. Cette loi, elle est qualitative, c'est-à-dire elle n'est basée sur aucun calcul, mais elle est en grande partie confirmée par les lois de thermodynamique. Cette loi nous dit que la modification de l'un des facteurs d'équilibre d'une réaction entraîne une évolution dans le sens qui tend à s'opposer à cette modification. Prenons par exemple l'exemple d'une modification de la température. La loi de Le Chatelier nous dit si on augmente la température T, l'évolution de la réaction se fait dans le sens endothermique, c'est-à-dire le sens qui absorbe la chaleur. Donc, elle s'oppose à la modification imposée à la réaction. Si par exemple on a une diminution de la température, ceci entraîne une évolution dans le sens exothermique, c'est-à-dire le sens du dégagement de la chaleur. Aussi, prenons le cas d'une modification de la pression. Vous savez que la pression elle est liée au nombre de moles gazeuses. Donc, la loi de Le Chatelier nous dit qu'une augmentation de la pression entraîne une évolution vers le sens d'une diminution du nombre de moles gazeuses. Contrairement, lorsqu'on a une diminution de la pression, le sens de l'évolution est vers le sens d'une augmentation du nombre de moles gazeuses. Maintenant, je vais vous donner quelques définitions. Première définition, qu'est-ce que c'est qu'un degré d'avancement? Le degré d'avancement d'une réaction, qui est noté xi ou encore alpha ou rho, est défini comme suit. Par rapport au réactif, xi est défini comme étant le rapport du nombre de moles du constituant I ayant réagi au nombre de moles du même constituant qui aurait réagi si la réaction est totale. Par rapport au produit, xi, c'est le rapport du nombre de moles du constituant I formé au nombre de moles du même constituant qui serait formé si la réaction est totale. Prenons cet exemple général. Soit la réaction, donc on a une mole de A qui réagit avec 2 moles de B pour donner 2 moles de C et 2 moles de D. On part dans les conditions initiales à partir de 2 moles de A et 4 moles de B. Donc à l'état final, ou bien l'état équilibre, on a 2 moins X
qui reste de A et 4 moins 2x qui reste de B, et on a formé 2x de C et 2x de D. Alors si on veut définir le coefficient ou bien le degré d'avancement de cette réaction, on peut, comme la définition l'a dit, le définir par rapport à n'importe quel constituant de la réaction. Alors par rapport au constituant A, qui est un réactif, donc c'est le nombre de moles qui a réagi, donc c'est X, sur le nombre de moles qui aurait réagi si la réaction est totale. Donc si la réaction est totale, toute la quantité de matière initiale aurait réagi, c'est-à-dire 2. Donc Xi par rapport à A, c'est X sur 2. Si on veut le définir par rapport à B, donc de la même manière, le nombre de moles qui a réagi, c'est 2x, et si la réaction est totale, le nombre de moles qui aurait dû réagir, c'est 4. Donc 2x sur 4, c'est égal à x sur 2. Si on veut définir ce degré d'avancement par rapport au produit, donc par rapport au constituant C, c'est le nombre de moles formés sur le nombre de moles qui auraient dû être formés si la réaction est totale. Donc par rapport à C, c'est 2x sur 4, puisque si la réaction était totale, on aurait dû former 4 moles de C. Donc 2x sur 4 qui va nous donner x sur 2. Et de même pour le constituant D. Donc on a eu la même expression par rapport à tous les constituants. Ici, c'est égal à x sur 2. Dans le cas où on a une réaction de dissociation, on parle du degré de dissociation qui est noté alpha. Alors ce degré de dissociation, il est défini comme étant le rapport du nombre de moles s'étant dissocié sur le nombre de moles qui auraient dû se dissocier si la réaction est totale. Le degré de dissociation est toujours compris entre 0 et 1. Il peut être égal à 1 si la dissociation est totale. Donc, voyons ça sur un exemple. Une dissociation d'un composé A, donc qui donne lieu à deux composés B et C. Donc, on a à l'état initial une certaine quantité de matière C0. Donc, on a à l'état final, il y a X en termes de quantité de matière qui se sont dissociés. Donc, et on forme X de B et X de C. De telle manière que le coefficient de dissociation alpha est égal à la quantité de matière dissociée, c'est-à-dire X, sur la quantité de matière initiale, c'est-à-dire C0. Donc c'est X sur C0 et X, ça va être égal à alpha C0. Donc on peut exprimer la composition du mélange en fonction de alpha en remplaçant X par son expression alpha C0. Donc dans des exercices, on peut vous donner alpha, c'est-à-dire le degré de dissociation d'un composé, et si vous connaissez la quantité de matière initiale, vous pouvez déterminer la composition de mélange à l'état d'équilibre. Je vais aussi vous parler de quelques définitions très courantes que vous connaissez, mais il n'y a pas de mal à les rappeler. Je commence par la concentration molaire. C'est bien sûr c'est le nombre de moles sur le volume exprimé en litres. Donc son unité c'est de moles par litre, et donc elle est notée C et parfois on la note entre crochets. Aussi, je vais vous parler de la concentration massique qui est exprimée en grammes par litre, et c'est la masse d'un constituant en grammes sur le volume exprimé en litres. Elle est liée à la concentration molaire comme étant c'est la masse molaire qui multiplie cette concentration molaire. Aussi, je vais vous parler de la notion de normalité. Alors la normalité, comme son unité l'indique, c'est mol équivalent par litre, donc c'est une concentration des équivalents, et c'est égal à alpha C, avec alpha c'est le nombre d'équivalents.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un équivalent? Un équivalent, c'est l'espèce libérée, bien sûr par le constituant, et qui réagit en solution. Exemple, prenons le cas des acides. Vous savez que les acides sont caractérisés par la libération des protons H+. Eh bien, ce sont les H+, qui sont les équivalents par rapport aux acides. Pour les réactions Oxyred, puisqu'il y a une mise en jeu des électrons, eh bien, ce sont les électrons qui sont les équivalents relativement aux réactions Oxyred. Prenons le cas des acides. Premier exemple, le cas d'un monoacide, c'est-à-dire qui libère un seul équivalent, c'est-à-dire un seul proton H+. C'est l'acide chlorhydrique, donc qui nous donne un H+, plus Cl-. Donc un seul équivalent, donc son alpha est égal à 1. Et donc sa normalité est égale à sa concentration, puisque N est égal à alpha C et alpha est égal à 1. Dans le cas d'un diacide, H2SO4 par exemple, donc il libère deux équivalents, donc deux protons, et donc son alpha est égal à 2 et sa normalité est égale à 2 fois sa concentration. Donc vous allez comprendre l'intérêt de cette notion de normalité lorsque on va étudier les dosages acido-basiques et les dosages oxydo-réduction. Dernière définition que j'aimerais vous donner, c'est la fraction molaire d'un constituant A dans un mélange. La fraction molaire est définie comme étant le nombre de moles du constituant A sur le nombre de moles total. Avec le nombre de moles total, c'est égal à la somme de tous les nombres de moles de tous les constituants du mélange. Et donc chaque constituant a sa propre fraction molaire et la somme des fractions molaires est égale à 1. Avec ces définitions, j'ai terminé ce cours enregistré. Merci de votre attention et à la prochaine fois.